Au début du mois de juillet, OpenAI, la fameuse entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle fondée par Elon Musk et Sam Altman, a sorti un outil phénoménal, le GPT-3. Le GPT-3, c'est tout simplement l'une des avancées technologiques les plus révolutionnaires des dernières années, et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. C'est le plus grand bond en avant fait par l'intelligence artificielle que j'ai vu, et il va forcément avoir un impact sur notre façon de travailler et d'évoluer. L'outil est capable en un clic de vous écrire des textes, de la poésie, de coder, de faire des blagues et même de simuler vos maquettes de sites internet ou d'applications sur Figma. C'est complètement dantesque. Et quand j'ai vu ça, j'étais à la fois émerveillé et mon cerveau a été aussi un peu chamboulé. Comment une machine peut-elle produire un contenu aussi créatif avec peu ou même pas du tout d'intervention de l'homme? Et je pense que j'ai pas été le seul à être abasourdi. Les médias s'en sont emparés, l'outil a fait un raffut incroyable sur Twitter, et si on commence à peine à en entendre parler en France, on peut être certain qu'il va bouleverser certaines de nos habitudes dans les prochains mois. Mais alors en tant que créateur, quel est le danger? À quoi on va faire face? On parle depuis plusieurs années du rapport ambigu entre les machines et l'homme, avec beaucoup de métiers manuels qui sont automatisés et disparaissent. Mais si on a vu ça dans les usines, qu'en est-il des créateurs face à l'intelligence artificielle? Les designers, les artistes, les entrepreneurs, les passionnés, quand on voit un tel outil qui se développe, est-ce qu'on peut se considérer encore à l'abri? Et surtout, comment se préparer à ce qui arrive? C'est les sujets que je vais décortiquer dans cette vidéo. Depuis bien longtemps, on a vu grandir dans l'inconscient collectif cette peur de voir les machines prendre le dessus sur l'humanité. Des premières ébauches de Frankenstein au 19e siècle, jusqu'aux vidéos qu'on a vues à la fois fascinantes et effrayantes des robots de Boston Dynamics ces dernières années, l'homme a une relation ambivalente et parfois un peu effrayée face au développement de l'intelligence artificielle. Mais tout ça jusque-là, ça restait bien loin de notre quotidien. On n'avait pas l'impression que ça allait nous toucher tout de suite, c'était encore une phase de recherche, d'expérimentation, et c'était un peu loin de notre réalité. Alors quand j'ai vu, il y a quelques semaines, la sortie du GPT-3, je me suis dit que c'était pour la première fois quelque chose de très concret qui allait toucher notre quotidien. Le GPT-3 d'OpenAI vient révolutionner l'intelligence artificielle d'une manière assez simple. Jusque-là, tout système d'intelligence artificielle s'entraînait à partir de ce qu'on appelle des données labellisées. C'est-à-dire que pour l'améliorer, on faisait manger au système des données avec une certaine étiquette dessus qu'on lui attribuait manuellement. Et c'est ce qui permettait au système de s'améliorer progressivement. Mais le GPT-3 s'appuie sur une autre technologie qu'on appelle le Generative Pre-Training, ce qui vient d'ailleurs lui donner son nom, GPT. Le GPT-3 est capable de s'entraîner à partir de données qui n'ont pas été labellisées auparavant, et notamment l'entièreté des données d'Internet. Et ça lui permet vraiment d'accélérer son développement. Et contrairement au GPT-2, la version précédente, qui n'était qu'un premier pas, on parle là de près de 500 milliards de points de données et 67 millions de livres. 67 millions de livres, c'est juste dingue. Ça va donner une puissance de l'outil absolument incroyable. Et ça lui permet donc d'aller sur des sujets qu'on pensait encore intouchables par l'intelligence artificielle, en tout cas toucher nos compétences en tant que créatifs. On est encore à l'étape de démo du produit, mais j'ai repéré plusieurs cas d'usage qui sont super intéressants pour comprendre la puissance de l'outil. Je vais vous en présenter 4. La première, c'est une démo sur l'outil Figma, qui est un outil de design pour mettre en place des maquettes pour vos applications ou vos sites internet. Grâce à un plugin qui a été développé sur le GPT-3 dans Figma, une personne peut entrer une description de ce qu'elle veut dans l'outil, avec des images, des boutons, et quand elle va cliquer sur Design, elle va obtenir quelque chose de très proche de ce que c'est qu'Instagram par exemple. Et ça, c'est déclinable sur plein de types de maquettes. La deuxième démo que j'ai trouvée impressionnante, c'est une démo de programmation. Sur Debuild.co, on a la possibilité de générer en quelques secondes à la volée une application codée en React, qui est une technologie assez récente, qu'un développeur mettrait plusieurs heures à coder. Alors bien sûr, on peut pas tout avoir d'un coup, mais avec les bons paramètres, on peut commencer à avoir quelque chose qui nous simplifie beaucoup la vie. Il y a des plugins qui sont développés en rapport avec Wikipédia qui permettent de chercher une réponse directement dans un article, plutôt que de chercher, comme ça nous arrive souvent, dans l'article, quelques informations dont on a besoin. Et la quatrième démo que je trouve impressionnante, c'est une démo de Gwern. Gwern, c'est un site qui a été un des premiers à creuser tout ce qui était possible de faire en termes de créativité avec un outil comme ça. Et on voit ici beaucoup de choses autour des textes, de la poésie, pour faire de l'humour, des dialogues, et même du storytelling. À titre personnel, je trouve ça à la fois effrayant et fascinant. Et on peut imaginer très rapidement la force de frappe énorme qu'un tel outil pourrait avoir sur notre quotidien. Et ça, en bien ou en mal. Alors quand on voit un tel outil qui se développe, on peut être forcément un peu inquiet par rapport à nos activités quotidiennes et les compétences sur lesquelles elles reposent. Alors comment on peut se préparer ? En 1993, Warren Buffett a sorti un essai qui a fait beaucoup de bruit. Mr. Buffett on the Stock Market. Pour ceux qui ne connaissent pas sa réputation, Warren Buffett, c'est l'un des investisseurs les plus réputés de la planète. Il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde et il dirige la société d'investissement Berkshire Hathaway. Il passe énormément de temps à creuser, lire et réfléchir pour essayer d'investir sur les bons filons. Et dans cet essai, pour la première fois, il développe un modèle mental qu'il va appeler The Moat. Ce que l'on appelle un moat, c'est ce que d'autres pourraient appeler un avantage compétitif. C'est quelque chose qui différencie l'entreprise de ses compétiteurs les plus proches.
Warren Buffett va comparer toute entreprise à un château, et les douves de ce château représentent le moat. Plus les douves sont grandes et plus le château est grand, plus l'investissement se différencie des autres. Finalement, on est nous aussi comme des petits châteaux qui s'agrandissent avec des créations qu'on produit, et par les projets uniques et les atouts qu'on développe, on va creuser des petites douves pour nous protéger. Mais le développement de l'intelligence artificielle, incarné plus récemment par ce que je vous ai expliqué du GPT-3, ça va forcément mettre en danger les douves qu'on cherche à creuser. Ce genre d'outil, c'est un peu un danger pour les moats qu'on essaye de développer. On était capable de faire des choses que personne d'autre ne pouvait faire avec notre côté créatif, les projets qu'on voulait lancer, mais quand on voit l'intelligence artificielle qui se développe, on peut se dire que ça vient rabattre complètement les cartes. Qu'est-ce qu'on va faire si la créativité et l'ingéniosité perdent de leur valeur ? Il y a une approche que je trouve absolument géniale, que j'ai lue et que je trouve juste merveilleuse pour mieux se préparer face à l'intelligence artificielle, c'est celle de Yuval Noah Harari. J'ai adoré son livre l'année dernière, 21 leçons pour le 21e siècle. Il parle dedans de comment se préparer aux changements qui arrivent dans notre monde sur des sujets qui vont être assez variés, comme l'environnement, l'économie, le travail ou encore la religion. Et face à l'intelligence artificielle, Yuval propose de se concentrer sur ce qu'il appelle les 4C. Les 4C, ça veut dire créativité, esprit critique, communication et collaboration. C'est des compétences qu'on a tous expérimentées un peu, mais qu'on n'enseigne pas, ou en tout cas très peu, à l'école. À quand remonte votre dernier cours sur la créativité ? Ou encore votre dernier travail sur vous-même pour avoir un bon niveau d'esprit critique. Et je suis convaincu que si on arrive à progresser sur ces compétences en tant qu'être humain, on va pouvoir remettre des avantages compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Le jour où elle codera mieux que n'importe qui et qu'une application d'Apple pourra faire des traductions dans toutes les langues, on sera, nous, capables d'utiliser des compétences complémentaires à celles apportées par les machines. On a tous des progrès à faire sur ce point, et moi le premier, mais en être conscient, ça va nous permettre de mieux nous préparer. Je pense qu'il est temps de comprendre que le sens de l'histoire va de plus en plus vers une supériorité des soft skills par rapport aux hard skills. À ce stade, le GPT-3 c'est qu'un outil. Il ne pense pas, il n'a pas d'esprit qui lui appartient, et il ne fait que générer des choses à partir d'inputs qu'on lui donne. Et s'il faut faire attention à la façon dont il est utilisé, pour générer des fake news ou des faux bots qui simulent des commentaires, on est encore loin de pouvoir simuler à la demande le côté vivant et unique des créateurs. C'est un peu rassurant pour nous, le GPT-3 est un peu trop rigide et ne va pas pouvoir créer des choses, faire des créations qui s'inspirent du vécu de l'auteur. Mais pourtant, ça peut être un peu l'Excel de notre époque, qui était venu donner en son temps un super pouvoir aux créateurs et aux employés du monde entier. Le GPT-3 et tout ce qui va suivre va vite devenir une opportunité incroyable pour un créateur d'avoir un compagnon de création. Ça va ouvrir beaucoup de possibilités dans les prochains mois de gagner en productivité. Et donc au lieu d'y voir un adversaire prêt à prendre nos emplois, on peut réfléchir à comment en faire un atout à avoir dans sa manche pour renforcer notre capacité à créer. C'est un outil capable de nous soulager de certaines tâches pour mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer. Ça, c'est un peu la logique d'amélioration de greffe à l'être humain qui est très cher au transhumanisme. Et sur le sujet, j'ai trouvé la réflexion d'Anne-Laure Lecunff sur le GPT-3 super intéressante. Anne-Laure, c'est une créatrice que j'adore et que je suis beaucoup, qui a créé le site Nest Labs, qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Et elle voit 4 avantages quotidiens que le GPT-3 peut apporter pour mieux créer. 1, ça peut être un assistant design. Plutôt que de perdre plusieurs heures à mettre sur pied des variations de design, on peut imaginer un monde où vous demandez directement à votre ordinateur d'ajouter 2 pixels là et de tester une nouvelle couleur. Le GPT-3 ne va pas imaginer à quoi ressemblera votre page, donc vous gardez cette part créative en vous. Mais il va vous aider à gagner du temps dans la production de votre maquette ou de votre page. 2, ça peut être un secrétaire intelligent. Quand on voit la puissance de génération de langage possible avec le GPT-3, on pourra très vite imaginer des réponses préenregistrées à nos emails qui iront beaucoup plus loin que les actuelles autocomplétions proposées par Gmail. Alors ça n'a pas marché pour des tâches complexes, mais pour des choses simples, des emails faciles, comme par exemple prendre un rendez-vous ou se coordonner avec quelqu'un, ça va vous faire gagner un temps fou. 3, un professeur pour s'entraîner. Imaginez que vous avez envie de tester vos connaissances sur un sujet sur lequel vous êtes en train de vous former, et bien le GPT-3 pourrait être votre assistant d'apprentissage pour vous aider à mieux retenir en vous générant une liste de questions. C'est le genre de situation où un tel outil peut complètement changer au fil du temps notre rapport à l'apprentissage. Et 4, ça peut être un compagnon créatif formidable. Je me suis récemment mis à utiliser Rome Research pour créer une base de connaissances personnelles et prendre des notes de manière plus efficace, mais vous utilisez peut-être Trello, Evernote ou un simple Word. Et en voyant le GPT-3 et son potentiel, je me dis qu'on n'est pas loin de pouvoir s'en servir pour tirer facilement des idées essentielles d'un article, ou pour synthétiser des informations qu'on pourra ensuite réutiliser à notre guise dans nos prises de notes. Et ça peut vous permettre de créer plus facilement des articles, de préparer vos vidéos, de créer des contenus plus facilement, et en tout cas d'aller chercher plus rapidement des idées et de les connecter entre elles de manière un peu plus automatisée. Pour moi, je sais que ça aurait un impact phénoménal dans ma capacité à mieux créer au quotidien. Et quand je vois les 4 situations que j'ai décrites, je me dis qu'il y a vraiment des moyens utiles et pertinents pour pouvoir utiliser le GPT-3 comme un vrai compagnon de créativité. Il faut sortir un peu de ce mythe partagé qu'on a tous de cette intelligence artificielle qui va venir ruiner nos métiers ou qui va venir forcément casser tout ce qu'on peut faire. Et on peut le voir aussi, quand il est bien utilisé,
des avantages super intéressants pour mieux créer et être plus productif chaque jour. J'espère que cette vidéo analyse vous a plu, j'ai pris beaucoup de temps à la préparer. Si ça vous intéresse d'aller voir d'autres choses que j'ai fait récemment, j'ai fait une super vidéo que vous pouvez voir à droite sur Animal Crossing, où j'essaie de décrypter comment arriver à 20 millions d'exemplaires d'un jeu vidéo. A très vite, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite d'ici là de continuer à créer au maximum. A bientôt! My damn country and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you can't sing along, it's here in my beer. Then don't forget your coat and get the fuck out of here.